Maintenant, la situation en Égypte, l'Égypte qui a connu la pire semaine depuis l'accession au pouvoir de Mohamed Morsi. Les violences ont fait une 60aine de morts et les affrontements se poursuivent en ce moment même devant le palais présidentiel au Caire. Les manifestations ont eu lieu toute la journée, notamment place Tahrir et dans différentes rues de la capitale. Des affrontements donc devant le palais présidentiel. Le président islamiste Mohamed Morsi qui a prévenu que la police agirait avec fermeté pour sécuriser tous les bâtiments publics. Mohamed Morsi qui a effectué cette semaine une visite en Allemagne, une visite en Europe qui a été écourtée vu la situation dans ce pays, et il a tenté de rassurer les bailleurs de fonds étrangers sur la situation dans son pays. On écoute Mohamed Morsi. Nous ne ménagerons aucun effort pour que l'Égypte prenne le chemin de la démocratie et que des institutions politiques soient créées. L'Égypte sera un État de droit, un État civil dont la nature n'est ni militaire ni théocratique. Un État qui autorise une diversité d'opinions, qui permet l'alternance du pouvoir, un État démocratique dans tous les sens du terme. C'est un discours qui apparemment n'a pas convaincu ni à l'étranger pour l'instant, ni au Caire, puisque les manifestants sont encore descendus dans les rues aujourd'hui. On devrait quand même écouter, parce qu'il ne dit pas des choses anodines. Hein. Il dit des choses qui sont assez contraires à ce que son parti et la plupart de ses militants pensent profondément en leur cœur. Moi, je pense qu'il y a un conflit entre une Égypte islamisés qui votent frères musulmans, la même chose en Tunisie, la même chose dans tous les pays arabes, et que par contre, ce qu'on a sous-estimé, et on était assez peu nombreux, donc cette fois-ci, je me permets de le dire, ce qu'on a sous-estimé dans les plateaux télé et dans les discussions, c'est la résistance d'un corps qui n'est pas islamisé, qui est société civile, laïque, démocratique, jeune, des gens qui ont moins de 30 ans, qui se sont organisés, qui ont créé des partis, des associations. Bon, après, dans la rue, c'est peut-être encore autre chose. Donc, il y a un conflit aujourd'hui réel entre ces deux mondes qui s'affrontent et qui obligent les islamistes à reculer idéologiquement sur un certain nombre de choses. Quand on a dit en Tunisie que Ennahda avait cédé facilement sur la charia, ouais, mais c'était pas évident. Il fallait les faire reculer. Quand M. Morsi commence à parler d'état civil, d'alternance. Il le dit en Allemagne. Hein. Oui, mais il le dit même chez lui, puisque chez lui, il ne peut pas sortir de son palais ce soir. Donc, il est quand même un peu obligé de tenir compte d'un rapport de force qui n'était pas aussi simple que ça. Et ça, on le doit à quelques gens courageux, il faut le dire, qui étaient dans ces pays et qui se sont battus tous les jours depuis 1 an et demi, 2 ans, pour faire respecter les principes qui avaient alimenté les révolutions au départ. J'ai l'impression qu'on vit le énième avatar de la même crise de légitimité qui a commencé il y a 2 ans. C'est-à-dire qui est digne d'incarner la révolution qui aura été fatale à la maison Moubarak. Et en l'occurrence, il y a un message que j'ai trouvé extrêmement utile à analyser, c'est celui de l'armée, dont on a dit un peu vite qu'elle avait été muselée par l'habileté politique de Mohamed Morsi. Le message de l'armée, il y a 48 heures ou 3 jours, c'était attention au risque d'effondrement de l'État. C'est à mon avis un avertissement qui est dirigé vers, évidemment, le peuple égyptien, mais vers Mohamed Morsi lui-même. Et ce discours-là, et me semble-t-il le discours de quelqu'un qui a compris que s'il a pu s'en sortir par sa masse militante, frères musulmans, et son habileté politique lors de la crise constitutionnelle de décembre, là, il faudra qu'il aille plus loin. Et à mon sens, il n'échappera pas à une formule de type gouvernement d'union nationale, mais est-ce qu'il aura de l'autre côté de la table des gens prêts à jouer ce jeu-là? Pour l'instant, il a refusé, lui. En tout cas, le gouvernement d'union nationale lui-même, pour l'instant, il a refusé. C'est sans doute la dernière carte qu'il a en main s'il veut rester au pouvoir. Et on se demande souvent qui sont ces jeunes qui défilent dans les rues. Il y a ce phénomène de Black Bloc. Alors, on ne sait pas si c'est un phénomène médiatique ou si réellement, on les voit en tout cas sur les images, ces jeunes habillés en noir, cagoulés. Et est-ce que ça, c'est inquiétant ou c'est simplement une transformation du mouvement ? Ça, je ne sais pas si c'est vraiment inquiétant. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que l'opposition libérale s'est structurée. Ça, c'est sûr. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, Mohamed Morsi, il faut qu'il tende la main à cette opposition libérale. Il n'a pas d'autre choix, là. Et je pense que beaucoup, trop, le perçoivent encore en Égypte comme étant simplement un frère musulman et suivant les ordres de la confrérie des frères musulmans. Il faut qu'il tende la main à l'opposition libérale. Et puis aussi, il faut qu'il rétablisse la situation économique du pays parce qu'elle est catastrophique. Le chômage explose. Les réserves, je crois, il n'y a pas 3 semaines. Évidemment, toutes ces explosions de violence, ça fait peur aux investisseurs étrangers et tout ça. Et tant qu'il n'aura pas rétabli la situation économique du pays... Le chômage a atteint 13%. Exactement. Tant qu'il n'aura pas rétabli ça, les violences vont continuer et c'est un cercle vicieux.
Alors c'est un cercle vicieux avec cette particularité qu'il fait appel aux forces de sécurité pour protéger les bâtiments publics, pas pour disperser les manifestants. Parce que précisément, il les laisse manifester. Problème du pays, ensuite, c'est le nombre de victimes que provoquent ces manifestations. Dans tout autre pays, des manifestations de ce genre, extraordinairement nombreuses, ne provoqueraient pas autant de morts. Quand on pense ce qui s'est passé après le match de foot de Port Saïd, on est quand même effaré. Donc il y a une violence interne dans ce pays qui, effectivement, peut, à la fin, parce que celle-ci se tient sagement sur le bord du trottoir, c'est-à-dire l'armée et les militaires attendent que, politiquement, il y ait une mutation dans cette affaire. Ce risque de coup d'État, il est réellement... on en parle depuis longtemps, mais... Les militaires égyptiens, sauf effondrement évident de l'État, interviendraient en première ligne. Et la deuxième chose, je pense aussi qu'il faut qu'on se rende bien compte, on a un peu tendance à être pris par le temps médiatique, mais que ça, c'est des processus très longs. C'est-à-dire qu'on est 2 ans après des révolutions qui ont quand même mis à terre des systèmes entiers, donc il faut reconstruire à partir d'éléments nouveaux, des partis nouveaux, des forces nouvelles, et tout ça est un peu compliqué. Ce qui se joue aussi, c'est que je pense que les islamistes, au début, ont pensé qu'ils avaient carte blanche absolue et entière pour modeler les sociétés à l'image de leur idéologie et de leur parti, et que ces sociétés leur disent vous avez carte blanche parce que vous êtes légitime, mais pas pour modeler les sociétés, pas pour changer le statut de ceci, pas pour changer le statut de cela. Donc il y a cette guerre culturelle et sociale qui se joue. Et moi, je continue à penser que tout ça va accoucher de quelque chose. Je continue à croire que ça accouchera de quelque chose de positif, mais peut-être pas pour le journal de TF1 de demain ou de France 24 de demain. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Et que le jugement occidental, où on entend souvent islamisme, danger, ce qui est probablement vrai, mais c'est une réalité qu'il faut accepter et qu'il faut essayer de gérer avec les autres forces. On oublie vite, nous Français, que précisément la France de 1793 n'était pas exactement la Suisse romande. Les procédures, les processus révolutionnaires sont par nature convulsifs. Et ils le sont d'autant plus que le pays, la société, a vécu sous le joug d'un despotisme pendant X décennies. Mais cela étant dit, ça conduit, me semble-t-il, à penser que rien n'est écrit. C'est-à-dire qu'il y a un spectre des possibles dans un pays comme l'Égypte, mais c'est vrai aussi pour la Libye, pour la Tunisie, qui est encore extrêmement large, et que si l'islam politique, en tout cas dans sa version frères musulmans, veut exister durablement, il n'a pas le choix, quelle que soit la profondeur de champ de l'idéal d'Hassan el-Banna, de l'islamisation par la base, etc., qu'à un moment donné, d'accepter l'idée du compromis. Du compromis par le principe de réalité, absolument. Par le principe de réalité, mais si l'on prolonge la référence historique de Vincent, c'est-à-dire 1793, on sait bien sur quoi ça débouche. Ça débouche sur le directoire, le premier consulat et l'empire, c'est-à-dire l'autorité. Ça finit aussi sur la Troisième République et les grandes lois qui ont fondé la démocratie française. Il faut être optimiste. Ah oui, alors là, effectivement, ça ne sera pas pour notre génération. Un processus, mais sur le très long terme, alors qu'on va peut-être revoir encore des dernières images en direct du Caire. Donc, toujours des affrontements, alors qu'il y a moins de monde, mais devant le palais présidentiel du Caire. Et on va passer au débat suivant qui concerne la France, le débat qui agite depuis avant cela, mais en tout cas cette semaine, puisque les débats se sont ouverts à l'Assemblée nationale sur le mariage pour tous, en clair, le mariage pour les homosexuels. Les débats ont été interrompus pendant 24 heures, mais les esprits sont toujours aussi échauffés. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce débat, François d'Orcival? Est-ce que c'était le bon moment d'ouvrir ce débat? Alors l'opportunité politique, il est difficile d'en juger parce que c'est généralement ce que l'on peut constater après. Ce que l'on sait, c'est qu'en effet, ce débat a donné une sorte de grand écran de fumée sur tous les problèmes économiques et sociaux qui surgissent de manière permanente, plus la grève des fonctionnaires, plus le mouvement des enseignants, fonctionnaires et enseignants qui constituent quand même des troupes très importantes pour le Parti socialiste. Cela étant dit, ce débat a commencé d'une manière tout à fait inattendue. Et il en est ainsi depuis l'origine, c'est-à-dire depuis que le projet de loi a été présenté. Inattendu parce que Mme Taubira, qui l'a présenté comme garde des Sceaux, a, 4 jours avant, signé une circulaire sur les enfants nés de
la gestation pour autrui. Alors on va préciser, oui, la circulaire, elle brouillé, facilite. Brouillé on va préciser juste ce que c'est pour nos le débat. téléspectateurs, cette circulaire qui facilite la délivrance de certificats Absolument. de nationalité française Ouais. aux enfants de parents français, Tout à mais fait. nés de mères porteuses Étrangères. à l'étranger. Ouais. Absolument. Et donc, faisant cela, elle a entièrement brouillé le début de ce débat qui devait porter, elle l'avait défini elle-même, sur le mariage, l'adoption simple, l'adoption plénière, et elle ne voulait s'exprimer sur rien En d'autre. même temps, il n'est pas question justement Absolument. Dans le d'autoriser Et pourtant, la gestation pour autrui. Il C'est n'en pas est du pas tout. question, si ce n'est qu'une circulaire a été rédigée, 60, distribuée. 64, Mais ce n'est pas le 64 problème. concernés, Nous hein. savons que nous sommes sur des questions de principe. Et donc, vous ne pouviez pas empêcher l'opposition de faire le lien. Il est évident. Alors pour vous qui voyagez beaucoup à travers le monde, les grands reporters, est-ce que ce débat vous semble décalé par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays? Vous avez réagi comment aux États-Unis sur les mères porteuses, parce que c'est autorisé dans certains États et dans pas d'autres. Par exemple, à New York, vous pouvez trouver des agences. Dans l'État de New York, c'est pas autorisé qu'il y ait des mères porteuses, mais en revanche, il y a des agences qui recommanderont aux gens qui veulent faire porter les enfants par quelqu'un d'autre, qui recommanderont des femmes dans des États d'ailleurs très voisins. Donc je suis allée voir ces mères porteuses. C'est difficile, c'était des femmes très bien. Bien sûr qu'elles faisaient ça pour de l'argent, c'est sûr. C'est pas ce qu'elle disait. Elle me disait qu'elle faisait ça pour rendre service. Quand je voyais ces femmes, ces mères porteuses, je sais pas, j'avais des sentiments très, très ambivalents. D'un côté, je me disais au fond, oui, pourquoi pas, si les gens ne peuvent pas avoir d'enfants, pourquoi ne demanderaient-ils pas à des mères porteuses de les faire à leur place? Je pensais ça, puis aussi je me disais, mais en même temps aussi je me disais, mais les enfants après, est-ce qu'ils ne voudront pas connaître cette femme qui les a portés? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes? Mais bon, il y a des enfants qui ont été portés tout à fait naturellement, qui ont aussi des problèmes. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Dans la question notamment de la PMA, je vois, à tort ou à raison, une pulsion démiurgique. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose de profondément troublant, philosophiquement, dans le fait de se dire, si on pousse le raisonnement à son terme, que grosso modo, tout ce qui est techniquement et biologiquement possible est moralement et éthiquement acceptable. Je ne le crois pas. Je pense que le fait d'émettre des réserves sur notamment la trajectoire ensuite psychologique, personnelle, humaine des enfants concernés par ce modèle-là ne vous relègue pas mécaniquement et fatalement dans le camp des ringards et des homophobes. Je suis moi assez atterré justement par une forme de terrorisme qui consisterait à dire que celui qui s'interroge sur la portée philosophique et psychologique de ce choix de société capitale est forcément quelqu'un qui est mu par des pulsions droitières, régressives ou passéistes. Non. Et je crois qu'on fait à tort l'économie de débat et de questions de fond. Et je pense aussi qu'on place sous la bannière évidemment flatteuse de l'altruisme quelque chose qui relève aussi beaucoup de l'égoïsme. Et je suis désolé de voir que l'écume politique a fini par étouffer ces débats moraux, et le mot ne me fait pas peur et la chose encore moins, dont on ne peut pas, comme ça, balayer la portée d'un revers de la main. Maintenant, j'ai des expériences aux États-Unis, ça n'a pas changé grand-chose. C'est un peu difficile de dire qu'il n'y a pas de débat moraux. Il y a un débat partout, dans les familles, dans les maisons, au Parlement, dans les partis. Il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Alors après, est-ce que ça se structure dans quelque chose de tout à fait parfait? C'est pas le cas, mais tout le monde en parle. Oui, mais je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'en France et dans les pays riches et en Europe, on oublie que ce genre de débat est possible. On oublie que la démocratie permet de traiter des questions aussi centrales sur la nature, sur l'humanité, sur le mariage, sur des institutions. Si vous prenez les pays du Sud d'une manière générale, vous n'avez qu'à regarder le statut de l'homosexualité dans la plupart des pays du Sud. Il y a des pays où c'est condamné à mort. Il y a des pays où on ne peut pas en parler. Alors, le mariage pour tous, autant dire qu'on est dans une espèce de projection futuresque. C'est autorisé en Afrique du Sud. Oui. Une exception sur le continent africain. Donc je pense quand même qu'on devrait être fiers, nous, en dehors des positions chacun qu'on peut avoir sur ces questions sociales et éthiques, on devrait être fiers d'avoir des démocraties qui permettent de traiter ces problèmes et non pas de les coller dans un placard. Donc
que tu puisses dire ce que tu viens de dire, ou que je puisse dire que moi je trouve qu'il y a un débat moral et je trouve que c'est une bonne chose et que le mariage pour tous est une bonne chose, au moins c'est un signe de modernité et je trouve qu'on est dans un pays qui permet ça. Et on est en retard. On peut peut-être évoquer ce qui se passe justement. Vous parlez, on est en retard. On est le 8e pays d'Europe à rentrer dans ce débat-là quand même. On peut parler de ce qui se passe dans d'autres pays justement en Europe. Les pays qui autorisent le mariage homosexuel, eh bien, il y a la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Norvège, la Suède et l'Islande. Et alors, et puis, c'est pas forcément les mêmes qui autorisent l'adoption. Parce qu'il y a certains pays qui autorisent l'adoption, mais pas le mariage homosexuel. Là, il y a notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui autorise, et le Danemark aussi, qui autorisent l'adoption, mais pas le mariage pour les couples homosexuels. Martine Laroche-Joubert, pour vous, c'est un débat en tout cas qui était important de soulever maintenant en France? Maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un débat important. C'était une promesse, en tout cas, de campagne du président. Et je constate, en tout cas, qu'aux États-Unis, enfin dans les États où il y a des mères porteuses, où c'est donc autorisé, ça n'a pas provoqué un séisme dans la société civile. Enfin, les familles tout autour ont regardé ça sans condamner ni forcément approuver, mais ça n'a pas. J'ai pas l'impression que ça ait provoqué un séisme culturel, sociétal, moral. Voilà, dans les États où il y a des mères porteuses, c'est accepté. Il y a une sorte de... J'avais constaté une sorte de tolérance, voilà, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ce qui se passait. Peut-être un dernier mot sur le rôle de l'Église, parce que certains ont critiqué le fait que l'Église s'exprime sur le mariage républicain, alors qu'elle peut évidemment s'exprimer sur le mariage religieux. C'était bien qu'elle le fasse sur ce débat moral, comme vous le disiez. Si on prétend interdire à une Église de tenir un discours moral, alors retirez l'échelle. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui. Évidemment que l'Église est dans son rôle en portant une parole qu'elle considère comme conforme au message de l'Évangile. Sinon, on marche sur la tête. Oui, d'autant qu'il ne s'agit pas que de l'Église catholique, vous le savez très bien. Confessions. Et le document du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a été un moment essentiel dans le débat, dans l'opinion, essentiel. Donc, effectivement, là, je ne peux que rejoindre Vincent. C'est des évolutions de nos sociétés qu'on ne peut pas... On ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une demande d'une catégorie de la population pour telle ou telle réforme, Donc on est obligé de les affronter. On ne peut pas dire je me retire derrière mon opinion morale pour dire je ne traite pas de ce problème. Je traite de ce problème et j'ai une société qui me permet de traiter de ce problème. Et je trouve qu'on a ce luxe-là. Oui. Attention à ce que Vincent a appelé tout à l'heure les démiurges. C'est-à-dire attention à ce que l'on fait. On va se quitter sur cette phrase. Merci beaucoup à tous les quatre. Une semaine dans le monde, c'est déjà terminé. Merci Martine Laroche-Joubert, François Dorcival, Vincent Hugeux et Ziad Limam. Merci d'être restés avec nous. On se quitte sur ces images en direct du Caire, donc, où il y a eu une journée d'affrontements sporadiques, notamment devant le palais présidentiel dans la capitale égyptienne.